tout le monde et bienvenue donc de ce nouveau webinaire qu'on organise avec Microsoft et en particulier avec donc Pierre Bordial donc autour de la transformation de la fonction finance donc grâce aux outils de la Power Platform où on va voir donc durant ce webinaire comment la Power Platform donc avec ses différentes composantes ou solutions donc contribue donc à accélérer la transformation, la satisfaction et l'efficacité des directions financières. Donc, comme j'ai annoncé donc à l'instant, donc je serai accompagné dans ce webinaire donc par Pierre Bordial. Donc, Pierre, je te laisse te présenter. Merci Shakib. Oui, bonjour à tout le monde. Pierre Bourdial, moi je suis de Microsoft France. Je suis ce qu'on appelle un Cloud Solution Architect, donc quelqu'un de technique qui travaille sur les sujets techniques. Et je suis une particularité puisque moi je me travaille sur tout ce qui est business apps et dont la Power Platform, qui a fabriqué en fait toute notre archipel d'applications. Et puis je travaille avec les partenaires plus précisément et donc avec Devoteam avec grand plaisir. Merci beaucoup, Pierre. Donc, et pour ma part, donc Shakib Koutroup, donc je suis le manager de l'entité Business Apps donc chez Devoteam mCloud en Île-de-France. Et aussi, donc j'ai un background donc à la fois technique où je suis aussi architecte et donc un background fonctionnel du fait que j'ai travaillé sur plusieurs projets en accompagnement différents métiers donc dans la transformation et digitalisation de leurs process. Donc, avant de commencer, donc les petits slides de publicité, donc pour dire que Devoteam mCloud donc est le pure player Microsoft donc du groupe Devoteam. Donc on a des équipes expertes sur les trois clouds donc de Microsoft, donc à savoir donc Azure, Microsoft 365 et Dynamics 365. On a une équipe donc de plus de 360 consultants donc est présent au niveau de la France donc sur sept villes donc Paris, Lyon, Nantes, Marseille, Toulouse, Lille et Niort. Donc on a un niveau de certification qui est vraiment assez élevé et on en cherche toujours plus parce que un de nos points forts ou nos points de différenciation c'est vraiment l'expertise et on met tous notre effort de formation d'accompagnement pour aller vraiment atteindre des niveaux qui ne sont pas comparables ou au-delà des standards du marché. Et tous nos consultants, ils sont vraiment spécialistes sur un de ces trois clouds Microsoft. En termes donc de succès ou d'awards donc reconnus par Microsoft, donc le dernier et le plus on va dire important donc c'est le Microsoft Partner of the Year donc on a eu en juin 2021 au niveau de la France et aussi donc le Partner of the Year sur la partie Technical Intensity où donc on était reconnu aussi par notre accompagnement des consultants sur le niveau d'expertise et le niveau de certification. Donc, nous disposons de 9 advanced spécialisations, donc dont la plus importante ou celle qui nous concerne. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment le développement d'applications low-code, donc avec les solutions, bien évidemment, Microsoft. On est parmi les deux ou trois donc partenaires au niveau de la France qui ont cette advanced spécialisation. Et aussi, donc, on a 16 compétences donc reconnues comme Gold. Donc, pour l'agenda d'aujourd'hui, ce qu'on vous propose, donc, c'est vraiment de parler un peu donc, des enjeux de la transformation donc, digitale des directions financières, de dire en fait quelles sont les problématiques auxquelles ils font face, quels sont les enjeux qu'ils ont. Et aussi, on va faire un deep dive sur deux sujets qui sont selon nous vraiment importants. Il faut juste rappeler, comme on avait dit avec Pierre, donc on a un background très technique, on a des connaissances fonctionnelles parce qu'on a travaillé sur plusieurs projets, on a accompagné plusieurs clients sur cette transformation. Et on a vu vraiment deux composantes techniques ou technologiques sur lesquelles on a choisi de faire le focus. Donc le premier, c'est les ERP. Donc comment, avec la Power Platform, on va augmenter un peu et exploiter les données de ces ERP pour les offrir aux métiers pour qu'ils digitalisent des process qui étaient jusqu'à aujourd'hui gérés de manière manuelle. Et le deuxième point, c'est la partie robotisation. Donc, c'est quelque chose qui est assez nouvelle dans l'écosystème Microsoft. Et Microsoft, il investit beaucoup là-dessus. Et on va voir en fait
en quoi consiste la partie robotisation, donc, ou la partie RPA, si on veut l'appeler comme ça, chez Microsoft. Quels sont les principaux facteurs différenciant la solution ou la plateforme RPA Microsoft versus les différentes solutions RPA du marché et qui sont assez déployées chez les clients et au sein des directions financières de type UiPath, Automation Anywhere ou Blue Prism. Et donc, on va finir sur une conclusion où comment, en fait, cette plateforme-là permet vraiment d'améliorer un peu le quotidien, l'efficacité des directions financières. Donc, pour démarrer sur les enjeux de la transformation donc de la fonction finance. Donc, un des enjeux vraiment qu'on a pu énumérer, c'est la productivité organisationnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un marché qui est assez mature déjà, c'est-à-dire en termes de taux de pénétration, on est vraiment sur des niveaux historiquement hauts, c'est-à-dire que les enjeux pour aller chercher de la croissance, chercher de la valeur ne peuvent passer que par une augmentation de la productivité. On est aussi sur un marché qui est assez tendu en termes de ressources et de talents. Donc, le fait de gérer les ressources internes permet vraiment d'avoir une organisation qui est optimisée et qui permet donc d'optimiser un peu tous les process internes. Le deuxième enjeu donc, auquel font face donc, les directions financières, donc, c'est la compliance. Donc, avec l'ensemble donc des lois qui évoluent de manière vraiment très rapide, aussi ces lois qui deviennent de plus en plus, on va dire, contraignantes euh, en termes de contrôle et en termes de risque, en fait, que ce que permet de représenter ce risque de compliance sur les enjeux, sur les directions financières. Donc, il est vraiment important d'avoir le contrôle sur les process, de pouvoir les auditer et de ne pas laisser des trous, comme on dit, dans la raquette. Le troisième enjeu qui est vraiment important, donc, c'est la résilience. Et la crise là, qu'on vient de traverser et celle qui continue aujourd'hui démontre en fait comment les organisations doivent avoir une certaine résilience où les processus importants et les processus majeurs à l'entreprise qui sont vraiment vitaux doivent continuer de fonctionner de manière correcte, quel que soit quel que soit, on va dire, la situation auquel fait face l'entreprise. Donc, il y a les enjeux du cloud, il y a les enjeux d'automatisation qui permettent vraiment de focaliser l'intervention humaine que sur les tâches à haute valeur ajoutée et que tout le business as usual, tout ce qu'on peut automatiser, bah, qu'il soit pris en compte par des automates ou des robots. Pierre, je te laisse commenter Ouais, les derniers points. mais sur la gestion des risques, parce que notions très importantes, surtout dans le domaine financier où cette gestion des risques doit être un peu maîtrisée, elle doit être complètement maîtrisée. Savoir où sont les données, qui les utilise, est-ce que mon application a un risque à un moment donné de pouvoir ne pas être disponible et si elle n'est pas disponible, qu'est-ce que ça veut dire? Donc cette gestion des risques est un enjeu aussi majeur de pouvoir être contrôlé. Et ça, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Et bien sûr, la sécurité, et là, ça reste presque un standard de presque de n'importe quel système IT. Comment on gère cette sécurité, à quel niveau on va la gérer. Mais la sécurité, c'est en balance avec est-ce que ça va couper mon innovation? Est-ce que la sécurité va aussi bloquer un peu mon innovation? À ce moment-là, je vais rester trop cloisonné. Mais il faut qu'elle soit là. Il faut qu'on puisse la voir. Il faut qu'on puisse être sûr que la donnée et que mes applications sont utilisées d'une manière bien sécure et qu'il n'y a personne qui potentiellement pourrait altérer des données ou utiliser des données à mauvais escient. Donc, sur les problématiques donc, auxquelles donc, font face les directions financières, donc à travers un peu les différents projets et nos différentes discussions donc, avec les équipes métiers, donc on a identifié trois problématiques majeures donc, auxquelles font face les directions financières. Donc la première, c'est vraiment la plus importante, donc c'est les données. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur des données qui sont silotées,
avec des capacités d'interconnexion qui sont vraiment très, très, très complexes à mettre en place et que la vue un peu 360 des données, elle est vraiment quasi impossible à gérer. Pourquoi? Parce qu'on a une espèce de dette technique et technologique qui s'est accumulée au fil des années où, vu les risques, vu la maturité des technologies, donc ce travail d'interconnexion, ce travail en fait de consolidation des données, donc n'a jamais été fait, avec aussi l'évolution on va dire, économique un peu qu'on connaît avec différentes consolidations, séparations des entreprises. Aujourd'hui, il est très difficile d'avoir une vue 360 des données et on parle plutôt d'îlots de données où chacune donc a un cycle de vie différent, apporte de la valeur, mais c'est une valeur un peu partielle. Donc, la deuxième problématique qu'on a pu voir, c'est vraiment l'intégration des données, où à chaque fois qu'on évoque ce sujet, c'est vraiment un sujet à la fois complexe, risqué, et toutes les intégrations qu'on fait aujourd'hui se font vraiment dans la souffrance. D'autant plus que cette intégration n'est pas que interne, c'est-à-dire il ne s'agit pas juste de synchroniser des données internes ou des ERP internes, on a aussi des intégrations avec des partenaires, des fournisseurs, d'autres sociétés avec qui on travaille et auxquelles on a vraiment des standards de documents ou des fichiers qui transitent, qui sont pas du tout exploitable d'une manière, on va dire, intelligence par des logiciels. Et donc, on se retrouve toujours avec la chaîne d'intégration des données. Elle est majoritairement traitée par des humains avec tous les risques, on va dire les risques, les impacts en termes de gestion d'erreurs, en termes d'efficacité de ces processus-là. Et encore aussi, le fait que le business donc n'a pas cette vue 360 des données et ne peut pas prendre des décisions qui sont vraiment éclairées sur cette base-là. Donc Pierre, je te laisse voir aussi nous expliquer un peu la problématique des processus dans les entreprises. Alors ça, c'est toujours un peu compliqué, mais c'est en fait, les processus d'entreprise, comme on les voit, souvent ils partent de petites choses, hein, donc soit on a des vrais processus qui sont pris en place et donc les ERP nous aident en fait à structurer ces processus et à les mettre en place. Mais on s'aperçoit que autour de ces ERP, on a tout un tas de petits processus. Soit ce sont des processus qui sont voilà, qu'on va utiliser pendant un temps donné très très court. Soit c'est des processus qui vont être plus à long terme, mais au début, quand ils ont commencé, on ne pensait pas les garder. On le voit par exemple, moi j'ai des exemples quand je travaillais sur des projets, notamment sur la banque, où chaque année, à une certaine période, on avait besoin de gérer toute la partie objectif sur la partie monde, de se donner une stratégie commerciale pour ça. Et donc ça, ben, c'était un petit processus, d'accord, qui avait lieu une fois par an sur 2-3 semaines. Et donc tout était géré par des fichiers Excel que les gens échangeaient, sur lesquels ils intervenaient, etc. Et donc, on le voit bien, en fait, ce processus-là, ben, il n'est pas très court, hein, il est très court, on n'allait pas le mettre dans le RP parce qu'on n'en avait pas besoin tout le temps. Par contre, il revenait tous les ans. Pareil, sur une autre société où on avait en fait des actionnaires avaient besoin d'informations sur une période sur cette partie actionnariat et donc on a mis en place des chatbots, des choses comme ça parce que en fait le processus qui revenait un peu tous les ans, ben, il se complexifiait de plus en plus et puis on avait en fait cette évolution de ce processus qui était au début tout petit et qui est devenu de plus en plus complexe. Et chaque processus que moi j'ai pu voir, il est toujours parti d'une petite chose. Et donc ça, on ne peut pas le savoir. Et souvent, quand on voit 10 ans après, par exemple, ce qui est devenu un processus, ben, on se rappelle 10 ans avant, on ne peut pas imaginer ce qu'il est devenu, quoi, ce qu'il allait devenir. Et donc, c'est pour ça que dès le début, il faut bien structurer ou avoir une plateforme qui nous permette d'évoluer en même temps que le processus, d'évoluer avec les capacités
que la plateforme va nous donner et de faire évoluer le processus là-dedans, tout en ayant ce qu'on disait tout à l'heure sur les problématiques, enfin sur les enjeux autour de la sécurité, être sûr qu'on est bien compliant, etc., etc. Mais il faut pouvoir faire évoluer ces processus et c'est pas pensable en fait de dire bah, oui mais c'est comme ça et ça a toujours été comme ça et on n'en bouge pas quoi. Et ça, surtout sur des processus. On le voit encore plus maintenant hein, sur les crises actuelles, les processus, ils changent beaucoup. Ils sont très vite, ils sont très rapides, il faut qu'ils soient vite mis en place. Le time to market, ce fameux temps où au moment où on a besoin et du moment où on a une solution, bah avant, et moi j'ai mis en place des ERP voilà, qui mettaient 2 ans à se mettre en place. Hein, et ça, voilà. Maintenant, c'est complètement inacceptable. Pourquoi? Parce que le besoin change, les utilisateurs changent et la façon qu'ont les employés à interagir avec les processus sont beaucoup plus participatifs et vont plus changer cette partie processus. Et les gens sont habitués comme ça. Donc, il faut pouvoir avoir ces outils-là. Il faut pouvoir avoir cet outil, ces outils qui nous permettent vraiment de réaliser ces processus rapides, d'accord, sécurisés, mais en ayant bien, en prenant en compte bien tous les risques que potentiellement un processus pourrait avoir s'il est mal déployé ou des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Et je pense que ouais, c'est vrai que la partie finance a beaucoup, beaucoup, beaucoup de process. D'accord. On y reviendra un peu dans l'exemple qu'on avait prévu avec Shakib, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de process. Et c'est là où, en fait, les petits processus qui viennent alimenter ce gros process, il est intéressant de les faire bouger pour bien avoir le process comme il avait été prévu à l'origine. Non, tu as bien fait, Pierre, d'insister c'est vraiment sur la problématique du time to market parce que c'est vraiment un des enjeux aujourd'hui de rapidité et d'agilité dont ont besoin vraiment les entreprises pour vraiment apporter des réponses très rapidement à des problématiques auxquelles ils font face et qui sont vraiment, on va dire, maintenant en permanence. Ce n'est pas des crises ponctuelles, mais vraiment, on doit s'habituer à ces changements-là et s'adapter très rapidement. Et le fait d'avoir des technologies qui permettent d'optimiser ce time to market et qui n'ont pas besoin d'avoir des expertises très pointues comme ce qu'on peut le voir avec, malheureusement, avec les ERP où c'est des talents qui sont très rares et qui représentent vraiment des risques pour l'ensemble des projets de nos clients. On a vraiment un espace pour apporter de la valeur aux entreprises avec les technologies Power Platform. Donc, avant de faire le deep dive sur les parties vraiment techniques et fonctionnelles un peu pointues, donc je laisse Pierre nous présenter ce que c'est que la Power Platform. Ouais, alors la Power Platform, c'est un outil, un service. Donc, il faut le savoir. Ah, on va pas si loin. Voilà. Ok. Donc, c'est un outil, c'est un service SaaS. Hein. Donc, c'est un service SaaS, ça veut dire que c'est un service sur lequel on va s'abonner et on va avoir tout qui est disponible tout de suite. Voilà, ça s'installe pas et on y a accès à ce service-là. C'est un ensemble de services donc chaque service est fait pour répondre à un besoin, d'accord, et il le fait bien. Ça veut dire que tout d'un coup, si on a besoin de faire autre chose, ben, on va demander à un autre service. Et ce que Microsoft propose, c'est que de travailler l'interconnexion entre ces services. Donc, par exemple, pour illustrer ça, Power Apps, c'est la partie UI, c'est la partie interface homme-machine, la partie graphique, interface graphique qu'on va pouvoir avoir avec des utilisateurs. On va avoir plusieurs types d'interfaces graphiques, des complexes, des moins complexes, des interfaces graphiques qu'on va vouloir dessiner comme on veut ou qui vont être centralisées au point de vue de la donnée. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, dans la Power Platform, on va fabriquer nos applications et nos applications, on va les fabriquer avec une UI faite avec la partie Power Apps. La partie Power Automate, ben, il porte bien son nom, hein, c'est la partie automatisation. Mais dans l'automatisation, il y a plein d'automatisations possibles. Il y a l'automatisation autour de processus d'entreprise, donc on connaît hein, ce qu'on appelle des BPM, hein, c'est-à-dire que je reçois un mail, je dois le traiter comme ça, je dois prendre la pièce attachée, etc. Donc ça, ce sont des processus d'entreprise, mais on a aussi des processus d'interaction.
D'accord? Et j'ai un processus, je reçois un mail, automatiquement le mail est récupéré, la pièce jointe est mis, sur un dossier partagé avec mon équipe, et cetera, et cetera. Je vais appeler un ERP, de ce côté-là, je vais appeler un CRM de ce côté-là, je récupère les informations. Donc toute cette partie automatisation de processus métier ou de processus d'interaction de systèmes d'information, ben, c'est, la partie Power Automate. Ce qui est intéressant en plus dans Power Automate, c'est qu'il va beaucoup plus loin. Il est capable d'aller dans la partie robotisation, et on y reviendra dans l'exemple. C'est ce fameux robot qui va prendre la main sur notre poste pour pouvoir réaliser et finaliser des fois le dernier kilomètre hein, de ce qu'on veut faire. La partie Power Virtual Agent, ça c'est une notion purement interaction. Quand je viens et que j'ai une intention de faire, d'accord, comment on répond à cette intention? Donc, beaucoup de sites le font à travers les chatbots, d'accord? Les chatbots, c'est des choses qui sont intéressantes parce qu'ils vont permettre vraiment d'interagir avec des utilisateurs, de pouvoir commencer à préqualifier sa demande, d'accord? Des fois, à y répondre directement, à éviter de déranger des personnes qui pourraient répondre à ça. Et souvent, les réponses, elles sont là, hein, elles sont dans des FAQ, etc. Mais on ne demande pas au client d'aller lire toute une FAQ. On va essayer de lui répondre là-dedans. Et cette partie chatbot, elle est intéressante pour ça. Parce que elle va donner l'accès enfin au métier de pouvoir gérer ses interactions, d'accord, ses intentions. Si je viens avec telle intention, quelle est la réponse que je dois donner? Un tech ne pourra pas savoir la donner. Le métier saura exactement où aller chercher la bonne information et quelle est la bonne information. D'accord? Et ça, Power Virtual Agent est capable de faire ça. La partie Power BI, c'est la partie analytique. C'est vraiment, j'ai un énorme ensemble de données, donc ce qu'on appelle le big data, d'accord? Et ce big data, comment je vais le consommer? Dans un temps relativement rapide, d'accord? On est de l'ordre de la seconde. Comment je viens requêter ces données? Analyser les choses, analyser mes chiffres, croiser des chiffres de vente avec des chiffres de risque, avec des chiffres de consommation. Comment je vais croiser tout ça et le rendre disponible à des utilisateurs pour que ça soit assez simple? Ben ça, c'est Power BI qui le fait. Ce que Microsoft va faire, donc sur les 4 outils que vous avez là, c'est que, en fin de compte, vous voyez, à chaque fois, j'ai donné une définition par outil, mais ces outils s'assemblent comme un peu des Lego dans la Power Platform. Ils s'assemblent, d'accord, pour par exemple, si je veux, dans la partie analytique, interagir sur des données, je prends une Power App, je la mets dans Power BI et je peux exécuter ça. Si je veux, dans Power Virtual Agent, aller récupérer des informations dans un ERP, redonner un statut de commande, ben Power Automate va aller voir dans l'ERP, reprendre les choses et le donner à Power Virtual Agent, qui lui a cette interaction avec cet utilisateur. Donc on voit, chaque service fait une petite chose et le fait bien. Bien sûr, derrière, on va s'appuyer sur des datas. D'accord? Les datas, elles sont de plusieurs choses. Il y a les datas qui sont externes. Et là, on va utiliser ce qu'on appelle des connecteurs. Les connecteurs, ce sont vraiment une espèce de notion métier de pouvoir se connecter à tout et n'importe quoi. On n'est pas dans du monde Microsoft là, hein, on est vraiment dans des connecteurs web. D'accord? On a des connecteurs, bien sûr, Microsoft, hein, comme Office, comme Outlook, Exchange, SharePoint, Dynamics, Dynamics ERP, etc., etc. Mais on a aussi des connecteurs de nos concurrents, Salesforce, SAP, Oracle, etc., etc. Le connecteur est intéressant pour ça, c'est que lui, la Power Platform va pouvoir utiliser ces connecteurs. Une fois qu'il utilise ces connecteurs, il est capable d'interagir avec les données qui sont là. Je prends une donnée de Salesforce, je la mets dans SAP, je vérifie la donnée qui est par exemple dans un Mailchimp pour voir est-ce que ma campagne s'est bien passée, je la retransfère dans la partie Salesforce et qui va la remettre dans la partie SAP. Voilà. Et tout ça par une interface graphique qui est sur la partie Power Apps. Donc, on voit en fait cette partie connecteur, cette partie accès à l'extérieur, et on n'est pas du tout dans le monde Microsoft.
la Power Platform a été créée par Microsoft, mais pas pour le monde Microsoft. Microsoft, effectivement, effectivement, Pierre. Et donc, si on peut résumer, parce que là, on parle vraiment des enjeux de transformation de la fonction finance et les technologies. Enfin, depuis toujours, on a eu des solutions, des technologies qui ont vraiment des promesses de transformation, d'accélération. Mais pourquoi aujourd'hui la Power Platform prend le leadership sur ce domaine-là? C'est parce qu'en fait, comme on avait dit, elle permet d'assurer un time de market qui est relativement court. Et ça, on va le voir à travers les retours d'expérience qu'on va voir plus tard. C'est qu'on est capable de mettre en place des solutions assez complexes dans des temps qui sont relativement courts. Et aussi, ça permet d'avoir une agilité ou même en cours de route, on a un processus qui change, ben, on peut s'adapter très rapidement, implémenter le process. Et c'est vraiment quelque chose qui apporte de la valeur aux différentes directions métiers. Une dernière chose, Shakib, pour terminer, parce que je suis pas bavard, hein. Cette partie sécurité et gouvernance, on le voit, hein, on l'a vu, cette partie sécurité est importante. Plutôt, à chaque fois que je vais faire une application, je dois valider cette application. Et c'est souvent ce qui arrive, d'accord? Et ça prend du temps. Et le time to market, justement, comme tu disais, bah, il est toujours long parce que chaque application prend ce time to market. La Power Platform est intéressante parce qu'on ne va pas valider une application, on va valider la plateforme avec les connecteurs, sécuriser les connecteurs, etc. Et une fois qu'on a géré, validé, sécurisé cette plateforme, tout ce qui va être utilisé sur cette plateforme va pouvoir en fait être utilisé et sécurisé parce que les règles ont été bien définies en centrale. D'accord? Et ça, c'est important parce que ça évite tous ces allers-retours une fois qu'on a adopté cette Power Platform et qu'on a adopté et implémenté cette sécurité, cette gouvernance. Ben comme ça, on peut donner ça enfin aux utilisateurs et éviter qu'ils fassent des fichiers Excel dans tous les sens, etc. Et qu'ils fassent du shadow IT. Voilà, là, on leur donne des outils pour vraiment contrôler et avoir un œil et une sécurité sur, on n'est plus sur du shadow IT, sur du développement citizen. OK. Merci beaucoup, Pierre, pour cette présentation assez intéressante sur la partie Power Platform. Hop. Donc, maintenant, on va passer vraiment donc au cœur du métier de la fonction finance, qui sont vraiment, comme tu viens de le dire, Pierre, c'est les fichiers Excel avec les macros géants, les différents fichiers qui sont remplis par les différentes équipes, et aussi par rapport à des ERP assez lourds, assez complexes, du type SAP ou Oracle dans le cloud ou sur les plateformes on-prem, et qui sont vraiment le cœur du système d'information des entreprises. Donc, à travers les différents projets que nous avons pu mener auprès des directions financières et des échanges qu'on a eus, moi, personnellement, j'étais vraiment frappé par une chose, c'est la dépendance à l'humain dans le traitement des données de ces process-là. C'est-à-dire qu'on reçoit des données, il faut les transformer, les consolider, les mettre dans un certain format pour qu'ils puissent être interprétés par ces ERP. Et donc, on fait un effort vraiment énorme avec le risque d'erreur et tous les risques associés au traitement humain de la donnée. Donc, on les met dans des ERP. Et aussi, à la fin, pour avoir un résultat qui est exploitable en sortie, il faut vraiment les retraiter pour pouvoir soit les partager dans d'autres systèmes de l'entreprise ou pour vraiment pouvoir les utiliser. Donc, la dépendance à l'humain, elle est vraiment importante. Le risque d'erreur, le risque aussi en termes de compliance, où à chaque fois qu'on a des données qui transitent par sous forme de fichiers Excel, par des boîtes mail d'utilisateurs, par des boîtes mail génériques, là, on a vraiment des risques. Et nous, on a détecté pas mal de risques liés notamment à la partie RGPD de nos clients, de dire attention, le process, il est comme ça aujourd'hui, mais voilà les problèmes que vous avez. Donc, comment la Power Platform vraiment permet d'apporter de la valeur à cette chaîne-là de traitement de la donnée? Donc, elle intervient sur différentes, on va dire, étapes de la chaîne. Donc, la première, c'est toutes les étapes de contrôle, de consolidation, de formatage des données avant l'intégration dans les ERP, on peut les automatiser. C'est-à-dire que le partenaire, il va déposer un fichier dans un espace partagé de type SharePoint ou serveur FTP ou tout ce qu'on veut, ou même les envoyer par mail. On peut automatiquement prendre ces fichiers, contrôler les erreurs,
renvoyer quand c'est pas bon, les consolider, les mettre dans un format souhaité, les enrichir avec des données qui viennent on va dire, en interne de l'entreprise, avant de les intégrer dans du SAP ou de l'Oracle. Aussi, à la sortie de ces ERP-là, on peut vraiment prendre les données, les retraiter et en fonction du processus, on peut les avoir une sortie dans un format, renvoyé vers un autre système et automatiser toute cette chaîne-là. Donc, les tâches fastidieuses de consolidation, de contrôle, de traitement, elles peuvent être vraiment, on peut vraiment gagner en efficacité sur ces process-là. Le deuxième élément qui était vraiment important, et je vais vous donner un exemple pour illustrer ce propos, c'est que le fait de commencer à automatiser ces données, à s'intégrer, mais vraiment très facilement grâce aux connecteurs ou grâce à des couches API qui sont très déployées dans les entreprises, on va enfin avoir accès à la partie master data. Et là, j'insiste vraiment parce que ces données-là, ils sont très précieuses, elles sont présentes dans l'entreprise, sauf que le fait qu'ils soient dans du SAP ou dans de l'Oracle, ils sont très peu accessibles. Et le fait de digitaliser un process avec SAP, c'est très lourd, très risqué et ça prend énormément du temps. Donc, le fait de les externaliser ces données-là dans des bases, soit externes ou des bases connectées grâce à la Power Platform. Donc, ça permet de digitaliser ces process et aussi de multiplier les process qui vont utiliser ces données. Moi, j'ai en mémoire un cas d'usage d'un client où on avait tout un process qui s'intégrait avec SAP et un autre ERP. Donc, nous avons digitalisé ce process-là parce qu'il était important pour le client. Et à la fin, une fois qu'on a terminé le projet, il a dit, mais moi, j'ai ma base de produits, j'ai ma base de clients, j'ai toutes ce qu'on appelle les tables de référence qui sont accessibles et facilement. Ben, dans les 2 mois qui ont suivi, même la mise en UAT du premier projet, on était déjà à 5 autres process candidats. Pourquoi? Parce que ces données-là qui n'étaient pas accessibles avant sont devenues accessibles, mais vraiment d'une manière très simple, très sécurisée. Et en entrée de ces ERP, on fournit de la donnée de qualité et aussi à la sortie de ces ERP. Je vous donne un exemple qui est très simple. On a fait le processus des commandes. Donc voilà qu'on a traité dans du Power Apps intégré à du SAP et aussi la gestion des réclamations où au lieu de gérer des commandes et la comptabilité liée aux commandes, bah, on fait des processus qui génèrent en fait la partie remboursement. Donc c'est vraiment dans les deux sens, les sens entrée et sortie au sein du système d'information de l'entreprise. Donc, pour donner cet exemple, et encore une fois, donc pourquoi c'est la Power Platform qui permet d'apporter cette valeur-là et pas les technologies que je vais appeler standards du marché, du Java J2E, du .NET ou autre, c'est que on va l'illustrer donc à travers cet exemple où c'était un client en fait, dans l'industrie du luxe qui a souhaité développer un système en fait, qui permettait de gérer à travers un site de type e-commerce mais interne toutes les impacts ou les impacts financiers tous les produits gratuits qu'il émet, les produits de type testeur, flyer, qu'il distribue à travers l'ensemble de ses magasins dans le monde. Et donc, c'était vraiment un process assez fastidieux et donc en volume annuel. Donc, on était à 30 000 commandes annuelles et ça représentait 80 heures de travail par semaine, rien que donc pour collecter les commandes des représentants locaux donc de l'entreprise, de les consolider dans des fichiers Excel, contrôler les erreurs, contrôler les références des produits, les quantités, les prix, les injecter dans du SAP, chercher les validations en fonction des montants par téléphone, par mail, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un process assez complexe avec toutes les erreurs que ça peut représenter. On peut recevoir une commande d'un représentant avec un code produit qui n'est pas très bon. Bah, on va se rendre compte jusqu'au moment où on va essayer de l'intégrer dans SAP qui va nous dire bah, je ne connais pas ce process. Et du coup, donc, le moment entre la commande
Et la livraison, c'est généralement un temps vraiment aléatoire qu'on peut pas donc premièrement mesurer et qu'on ne peut pas optimiser. Donc le client, bien évidemment, donc conscient de cette problématique depuis des années, donc il a essayé en fait, de digitaliser ce process ou de répondre à ces problématiques-là en utilisant donc les composants du SAP. Et là, c'est ce qu'on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ces technologies-là, elles sont assez complexes, où le coût du projet, il était exorbitant, le délai, il était important, et aussi le risque lié à ce projet-là, parce que comme ce n'est pas des technologies qui sont flexibles, on peut se retrouver devant un changement de process et que le client ou le fournisseur nous disent bah non, on ne peut pas faire avec la technologie ou les ressources ne sont pas disponibles et donc vraiment on augmente le risque. Donc c'est pour ça que la Power Platform, quand il a été introduit, il a dit bah ok, nous on n'est pas SAP, mais on s'intègre très bien avec du SAP. C'est-à-dire que vous avez toute la flexibilité du développement sur mesure, donc pour vraiment avoir une expérience utilisateur assez soignée, des processus automatisés, tracés, gérés, vraiment assez efficaces, avec des optimisations sur la chaîne, parce que quand on a un process qui n'est pas digitalisé, le fait de le digitaliser, donc ça permet de mesurer, de mesurer vraiment les performances du process et de dire, bah, attention, au niveau de tel maillon de la chaîne, bah, on a des problèmes. Et donc, la Power Platform a permis en fait d'optimiser les coûts donc de plus de 70% et de réduire vraiment le temps de réalisation de moitié. Sachant qu'on était vraiment dans un groupe donc leader du CAC 40 avec des standards d'architecture d'entreprise qui sont très élevés. Donc, c'était vraiment, on a démontré que la Power Platform, elle peut s'intégrer même dans des environnements assez complexes, mais vraiment d'une manière standard, ou comme le disait Pierre avant, en respectant tous les standards en termes d'intégration, de sécurité et de compliance de l'entreprise. Et donc, les bénéfices que nous avons faits donc, à travers la digitalisation de ce process, donc c'est vraiment l'impact en termes de TP, donc moins 30% de charge. Le deuxième, donc c'est le contrôle du temps de traitement. Le troisième, et c'est vraiment important, donc c'était un élément aussi important, c'est vraiment l'impact environnemental où, grâce à la digitalisation de process, on était capable en fait sur les modes de transport de dire est-ce que le transport aérien est plus optimisé ou est-ce que le transport maritime est plus optimisé et que la décision que les managers vont prendre, elle est vraiment justifiée parce qu'on a les données, on peut la présenter de dire ben, le transport aérien pour tel poids de marchandises, ça va représenter tant de kilogrammes de CO2 versus le transport maritime ou terrestre avec les délais et le gain en délai, ainsi de suite, ce qui était vraiment important. Et le dernier point, c'était vraiment la traçabilité RGPD, donc ce qu'on disait sur la compliance, où il y avait beaucoup de données par petits bouts de noms de contacts, de mails qui sont stockés, qui transitaient par des adresses mail, et que d'un point de vue compliance, on disait que tant qu'il n'y a pas d'audit, il n'y a pas de problème, et le jour où il va y avoir des audits, sur ce process-là, c'est sûr qu'on va avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que bah, c'est le business, il est comme ça, on a toujours fait comme ça, maintenant on peut pas changer. Donc la partie Power Platform a permis déjà de mettre de la lumière sur le risque, d'apporter des solutions techniques et vraiment d'être exigeant au plus haut standard de l'entreprise en termes de compliance RGPD. Donc, pour aller un peu vite, donc je vais passer donc la main à Pierre pour vous faire vraiment un deep dive sur la partie RPA. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, donc on va les reprendre à la fin du webinaire. Merci Shakib. Ouais, comme tu disais, en fait, cette partie temps homme, ben, en fait, il est là, hein, c'est quantifiable. C'est des choses que on va savoir combien ça coûte et combien on peut gagner. Mais en fait, pas vraiment, parce qu'on s'aperçoit que chaque utilisateur ou chaque personne qui va faire un morceau de processus, ben, il le fait presque machinalement parce qu'on lui a dit de le faire ou qu'il le fait parce qu'il en a besoin. Et donc, on n'a pas forcément, il n'y a pas une facilité à quantifier cette partie-là. D'accord? C'est-à-dire qu'on est capable
dans des slides, etc., d'expliquer, oui, voilà, c'est quantifiable, voilà, on sait. Mais en fait, dans le monde réel, on ne le sait pas trop. On a du mal à savoir où est-ce qu'on peut gagner du temps. La partie RPA, donc c'est ce qu'on appelle le Robotic Process Automation, c'est-à-dire l'automatisation de processus. Et donc, c'est un robot qui va prendre la main, comme si c'était un homme, sur l'outil informatique et pour éviter qu'on réalise toujours les mêmes tâches. Le RPA, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. C'est pas Microsoft qui arrive là et qui explique ce qu'est le RPA. Le RPA existe depuis très longtemps. On a des concurrents qui sont là et on voit que le RPA est utilisé dans plein de secteurs et d'industries différentes. On voit aussi que c'est quand même la finance qui utilise énormément cette RPA. On peut expliquer par deux choses. Hein. On peut l'expliquer d'une part parce que les outils qu'ils utilisent, ce sont du core banking, c'est des choses qui sont là depuis très longtemps et qui ne sont pas forcément tous disponibles et ce qu'on appelle APIsés, c'est-à-dire que disponibles par des morceaux de code, par des URL ou simplement par des programmes. D'accord ? Mais on a aussi, et ça je pense que c'est le plus important, on a aussi des processus métiers qui sont plus importants, de vérification, d'audit, de validation, de sécurité, de compliance. D'accord ? Et ces processus-là, c'est eux qui aussi nécessitent énormément de manipulation par les personnes parce qu'ils vont devoir vérifier dans tel outil, est-ce que le client est bien valide ou pas valide, ou est-ce qu'il est bien à ça. Si c'est ça, à ce moment-là, je le passe à ma collègue, qui elle va vérifier, qui va pouvoir gérer ces informations et les enregistrer, etc., etc. Et ça, ces processus-là, c'est ça qui n'est pas vraiment quantifiable parce qu'on ne s'aperçoit pas en fait qu'on réalise ça toute la journée. Hein, on en a plein. D'accord ? Donc le RPA va essayer en fait de trouver et d'automatiser ces tâches-là. Donc cette partie finance est très fiante de ça. Et si tu peux aller sur le slide d'après, Shakib, on voit que Microsoft a amené le RPA à l'intérieur de cette plateforme. Ça, c'est important. On le verra vraiment dans l'exemple. Parce qu'on a des concurrents qui sont vraiment dans la place et qui sont vraiment assez connus sur cette partie RPA, d'accord, d'automatisation des processus. Mais ce qui a amené Microsoft en plus, c'est toute cette puissance de la Power Platform, toute cette accessibilité au monde du citizen dev, c'est-à-dire que développer une application, qu'elle soit mobile ou web, c'est très simple. D'automatiser un process, que ce soit un mail qui soit dans le cloud ou avec les connecteurs, on l'a vu, c'est très simple aussi. Utiliser des interactions avec des utilisateurs avec la partie Power Virtual Agent, c'est très simple. Et donc, en fait, ces outils-là, comme ils sont simples et disponibles, le dernier kilomètre, cette automatisation à outrance, d'accord, c'est la partie Power Automate, les Dexflow, en fait, la partie RPA qui va être disponible. Microsoft propose plein de scénarios disponibles autour de la finance, de la ressource humaine, du sales, etc. On a même dans l'IT, les gens d'IT utilisent cette partie RPA pour automatiser des choses parce qu'on a des systèmes qui ne se parlent pas forcément. Pourtant, ce sont des gens IT qui devraient pouvoir le faire, mais le coût de les faire se parler, des fois, est énorme et on va éviter de dépenser beaucoup d'argent sur ces choses-là. Là, nous, on va plus se concentrer, si tu peux cliquer sur la partie finance. Et donc, on va voir dans un scénario comment on peut optimiser cette partie-là. Une première chose, vous voyez dans chacun des scénarios, à chaque fois, c'est préfixé par Unattended RPA ou Attended RPA. Juste pour expliquer ce que c'est en termes de terminologie, c'est que ce qu'on appelle Attended RPA, d'accord, c'est des choses qu'on va voir. C'est-à-dire qu'au moment où j'appuie sur un bouton, le bouton, en fait, va exécuter le scénario. Cette exécution-là, on la voit, l'utilisateur, il la voit. Donc là, il peut l'automatiser, il appuie sur un bouton et puis ça va exécuter le scénario comme si c'était lui qui le faisait, sauf que lui, il a les bras croisés et il attend. Et une fois que c'est fini, ça lui rend la main. La partie unattended, elle est plus intéressante, d'accord? Parce qu'elle va directement ouvrir une session sur une VM qui est dans un data center ou sur un poste qui est disponible, ouvrir la session d'un utilisateur sécurisé, d'accord? Ouvrir les outils, les applications qu'il faut, réaliser
le scénario, d'accord, fermer les applications et fermer la session. Ça, un autre robot peut prendre la main et refaire la même chose. Et ça, tout d'un coup, ça permet d'aller un peu plus loin dans cette partie automatisation et enfin, peut-être, d'automatiser des choses qui n'étaient pas avant automatisables ou qui étaient compliquées à automatiser. Donc voilà la différence entre attended et unattended. Il faut savoir que la partie attended RPA, elle est déjà comprise dans les licences Windows 10, d'accord? Enfin, non, Windows maintenant, Windows 11 plutôt. Elle est déjà comprise, d'accord? La manière unattended, elle fait vraiment partie de la Power Platform. Donc on va le voir dans le scénario juste après, le slide d'après. Si tu peux cliquer, Shakib, Okay. merci. Donc on va regarder un scénario. Ce scénario, il est assez simple, c'est un service financier qui reçoit un mail. Ce mail-là contient la facture. Je veux prendre la facture. Je veux regarder ce qu'il y a dans la facture, analyser la facture, récupérer le nom de facture, récupérer peut-être l'identifiant du client, enfin du sales qui me l'envoie, récupérer peut-être la notion des produits, le montant, d'accord, et pouvoir enregistrer ça dans une application. Voilà, un truc assez bête, d'accord, que on va reproduire, comme je vous disais, c'est imperceptible, hein. La personne le reçoit, elle regarde le mail, elle l'ouvre, elle prend les deux, trois informations, elle fait des copier-coller, elle le remet dans l'application, et puis voilà. Là, clairement, on a besoin d'une automatisation parce que une facture tous les 2 ans, c'est très bien. 10 factures par jour, c'est là où on peut gagner un peu de temps. Donc, sur le slide d'après, Shakib, voilà. On va en fait construire un peu cette partie-là et juste après, j'ai un peu de détails pour vous expliquer. Voilà, le vendeur, donc la personne envoie en fait la pièce jointe, d'accord? Et là, tout de suite, ça va être déclenché via un connecteur, le fameux connecteur Outlook qui va prendre la main et qui va récupérer le mail. Pourquoi? Parce que il a le bon nom de la personne, la bonne terminologie, la bonne pièce attachée. Il va envoyer en fait cette pièce attachée dans un composant, ce qu'on appelle AI Builder, qui va décortiquer la facture et lui, en fait, va appliquer automatiquement et des processus métiers. Si on le voit dans le détail dans le slide juste d'après, on le voit qu'on peut aller beaucoup plus loin. C'est un slide peut-être un peu technique que j'ai essayé de simplifier, mais en fait, regardez, ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement ce que je disais. On prend la facture, l'iBuilder va récupérer la date d'échéance, la facture A, le solde qui va nous intéresser, le solde, le contact principal pour pouvoir l'enregistrer. Et tout d'un coup, on rentre dans un processus métier, un autre petit processus métier qu'on n'avait pas prévu dans le gros processus ERP, de dire si c'est supérieur à 2000 €, si la valeur de la facture est supérieure à 2000 €, je dois faire valider ça par mon manager. Si je dois le faire valider par mon manager, comment je le fais valider? Je vais lui envoyer un mail si elle n'est pas là, si elle est, comment elle va valider ça? La Power Platform va pouvoir en fait gérer toute cette partie automatisation, soit à travers Teams, soit à travers des mails, soit en push notification sur des mobiles. La Power Platform va permettre d'accélérer, d'augmenter cette partie-là. Et une fois que c'est validé par le manager, là, c'est le robot, c'est le dernier petit kilomètre qui va prendre la main, qui va récupérer les informations du manager, les informations du responsable du traitement des factures, les informations qui se trouvaient dans la facture et qui va écrire ça dans le RP, d'accord, qui n'avait pas d'API, d'ouverture vers l'extérieur. Et une fois que c'est ça, on peut même aller plus loin, avoir des validations, prévenir que tel manager, en fonction de telle facture, voilà ce qui s'est passé, une facture a été enregistrée, merci de la valider dans la partie ERP, etc., etc. On peut imaginer tout ce qu'on veut. Mais rien qu'avec ce supérieur à 2000 €, on s'aperçoit en fait que le processus, d'accord, c'est pas que du RPA, c'est pas que prendre la facture et la mettre là-dedans. Parce que si je fais ça, le processus de validation, il n'était pas dans le RP. Il était à l'extérieur. Ça voudrait dire que Tommy, là, qui est le responsable de traitement des factures, il devait quand même en parallèle, bon, le RPA a bien fait ça, mais merci de la valider dans le RP parce que c'est supérieur à 2000 €. Processus extérieur à l'ERP, on l'a fabriqué avec la Power Platform et intégré directement avec le bon résultat. D'accord? Et ça, c'est très simple à mettre en place. Un processus qui, en quelques minutes, a été écrit, d'accord, et développé, et qui est à la main des métiers. C'est vraiment intéressant quand même de pouvoir gérer toute cette partie-là. Donc, merci beaucoup Pierre pour ces explications qui démontrent vraiment
deux choses en fait pour moi. Donc la première, cette notion un peu de plateforme où on n'a pas que la partie purement RPA de robot qui permet de faire des choses qu'on lui a demandé de faire, mais toute cette notion de plateforme avec la partie AI Builder qui va permettre de rajouter une couche d'intelligence artificielle sur les traitements des factures, sur la partie processing, sur la validation avec le workflow. On peut aller vraiment dans des process un peu plus complexes où on va stocker des données, augmenter les données, les contrôler, les vérifier avant de vraiment les saisir par la partie RPA dans un ERP qui ne permet pas d'avoir une intégration. Donc ça, c'est vraiment cette notion de plateforme, elle est vachement importante et elle apporte de la valeur. Le deuxième élément, et ça, ayant fait un peu d'RPA dans le passé, tout l'enjeu était vraiment de ce qu'on appelait l'RPA augmenté. C'est-à-dire qu'on a des factures formatées d'une certaine manière. Le jour où on va changer le format ou le fournisseur il va apporter des modifications, bah, quelle est la capacité de l'outil de pouvoir vraiment s'adapter, comprendre et s'ajuster sans qu'il y ait une intervention humaine dans le process pour le mettre à jour, le process. Parce que si on le fait pour tous les fournisseurs, bah, ça devient quand même un peu fastidieux de faire ces mises à jour manuellement. Donc, le fait d'avoir la Power Platform en amont avec ses capacités d'intégration avec tous les services d'Azure, ça permet vraiment et très facilement d'offrir le service de RPA augmenté au métier, mais sans vraiment des outils ultra sophistiqués et qui les métiers n'ont malheureusement pas le temps de les expérimenter, les tester et de les implémenter. Pas leur Donc, métier en plus. exactement, exactement. Et tout ce qu'on leur demande, c'est pas du tout ça. En fait, ça contribue à l'efficacité de leur travail, mais la valeur qu'ils doivent fournir, c'est pas du tout avec ça qu'ils vont la faire. Donc, avec ces deux éléments, enfin, avec le temps, on a essayé vraiment de mettre le focus sur la partie ERP et la partie RPA. D'autres outils peuvent vraiment apporter de la valeur aux directions financières. Ben, nous, dans nos différentes expériences, on a travaillé sur toute la partie reporting financier, du reporting extra-financier, tous les process de validation avant les ERP, que ce soit de l'Oracle, de SAP. Ça, c'est des use cases qu'on a vraiment implémentés chez nos clients et qu'on peut vous partager, détailler un peu comment on a fait la méthodologie pour pouvoir le faire vraiment très facilement. Donc, je vous remercie. Donc, avec ce slide, on termine un peu la partie présentation du webinaire et on voit avec Déborah s'il y avait des questions dans le chat afin qu'on puisse y répondre. Alors, pour le moment, non. J'ai simplement, du coup, effectivement, bien notifié que vous pouvez maintenant préparer vos questions si vous en avez. Voilà, Shakib et du coup Pierre sont là encore 5 minutes pour pouvoir y répondre. N'hésitez vraiment pas. Toujours la première question est difficile, mais… Toujours. Et encore, on est en ligne. Exactement. C'est vrai qu'en ligne, c'est quand même plus facile quand on était en réel. Mais on va y revenir en réel. Bah, j'espère. De toute façon, ouais, c'est vrai que cette partie RPA aussi est quand même quelque chose d'assez intéressant, hein. Enfin, moi, c'est quelque chose qu'on utilise quand même beaucoup maintenant. Exactement. Et je donne un exemple très rapide qu'on a connu tous les deux, Pierre, auquel on avait fait pour le client pour lequel on travaille ensemble, sur la partie du monitoring. Donc, c'est vraiment du IT for IT ou une solution de monitoring existante, donc qui permet vraiment d'aller se connecter sur Teams, de voir est-ce qu'il répond dans les temps, des temps acceptables, de se connecter à du SAP pour voir est-ce qu'il répond dans des temps acceptables. Le fait, donc c'était un produit à part, avec des licences à part, avec des contrats de maintenance à part, avec aussi des difficultés à part parce que étant des produits spécialisés, généralement, la roadmap, elle n'est pas assez riche, elle n'est pas assez dynamique. Et le fait de basculer sur de la Power Platform, premièrement, ça permettait donc de réduire le coût, on va dire, opérationnel, je pense, de 60%, 65%. Parce que Ouais. les licences, bah, ils étaient là, on n'a pas besoin de licences supplémentaires. Ça permettait d'offrir vraiment des tableaux de bord temps réel de ce qui se passe sur l'ensemble des infrastructures et c'était vraiment assez intéressant de pouvoir le faire parce qu'avec l'autre outil, bah, on collecte des données, mais on n'a pas les rapports qu'on veut, on ne peut pas lancer des traitements en fonction des résultats des rapports.
Et aussi, ce qui était vraiment important, c'est que c'était un process qui a été complètement développé par l'équipe en elle-même. Nous, on était là juste en conseil pour s'assurer que voilà, ce qu'ils veulent faire, il était réalisable, que tous les De bonnes standards pratiques. techniques et les bonnes pratiques étaient respectés, mais c'était le métier en lui-même qui a implémenté le process et qui exploite le résultat. C'est ça qui était vraiment intéressant dans ce process. Oui, puis ça leur a ouvert tout un tas, plein d'innovations. Ça, c'est toujours assez fabuleux. Ah, on Exactement, pourrait exactement. faire ça. Bah ouais, on peut le faire. J'ai vu qu'il y avait 2 questions qui étaient arrivées sur la partie connecteur SAP et Salesforce et est-ce que c'est inclus dans les contrats de licence? Donc oui, quand on a en fait des licences Power Platform, les connecteurs, en fait, on a tous les connecteurs disponibles. Voilà. Et ils se comptent, donc que ce soit SAP, que ce soit SAP, Salesforce, Mailchimp, Oracle, ce que vous voulez. Voilà, c'est bien compris dans les licences. Il n'y a pas une facturation au connecteur. La deuxième question, Pierre, c'était, parce que je n'ai pas accès aux questions. C'était alors connecteur SAP et Ah, ok. connecteur Salesforce. Ah, d'accord, ok. Voilà. Donc les deux sont bien compris dedans. Il n'y a pas de souci. Là, pour une fois, Microsoft n'a pas fait une segmentation. Donc, il pourrait le faire. Eh bien, messieurs, je pense que du coup, on va pouvoir conclure parce qu'on n'a plus de questions. Très bien. Ben, merci beaucoup, Pierre, pour la présentation. C'était vraiment intéressant. Merci à tous d'être connectés pour notre webinaire. N'hésitez pas à nous connecter ou à suivre notre page donc Devoteam mCloud sur LinkedIn. On publie régulièrement donc soit des informations du marché, du produit, ou n'hésitez pas à nous contacter pour faire vraiment des présentations beaucoup plus détaillées sur des use cases spécifiques qui peuvent vous intéresser. On le fera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Shakib. Merci Déborah pour l'invitation. Puis à bientôt.